des cancers qui Eh avaient bien, alors envie parlez-en au lieu de nous ce faire écouter ce matin à la fin. Je voudrais juste en citer un ce matin qui tient. On répondra à tout le monde parce que vraiment vous êtes nombreux. C'est Catherine de Catou qui a vaincu son cancer, qui dit: cela m'a ouvert encore plus l'esprit, le respect et surtout ne jamais juger, mais s'ouvrir aux autres malgré nos différences. Le cancer m'a donné une force en plus. C'est comme si le cancer m'avait offert une seconde vie. La vie, les êtres humains ont pris tout leur sens. Après cette maladie, je ne vivrai jamais plus comme avant. Alors justement, on va en parler à la veille de la journée mondiale de lutte contre le cancer. On reçoit ce matin Claire Pujanger. Merci de le prononcer à ma place. Vous venez de publier Plus heureuse qu'avant mon cancer et vous racontez justement cette épreuve douloureuse. Alors ce que vous dites, on le ressent souvent quand on a traversé le pire, des épreuves terribles. On se rend compte à quel point la vie est fragile et à quel point c'est important de savoir en profiter, de savoir faire le tri, de savoir faire la part des choses. C'est un petit peu le témoignage que vous allez nous délivrer ce matin. Et qui mieux qu'Anne-Marie pouvait apprécier la teneur de ce livre? Effectivement, c'est un livre qui est plein d'espoir et qui est extrêmement souriant et joyeux, en dépit du sujet qui est lourd, parce que quand même, vous vous étendez assez longtemps sur les traitements qui ont été durs. Vous avez eu très très peur, vous avez eu peur de mourir et puis vous avez souffert dans votre chair. Vous avez eu le droit à tout, hein, aux opérations, vous avez perdu, on vous a enlevé un quart de sein. Alors c'est un cancer du sein. Un cancer du sein. À quel âge? 47 ans. Oui. 47 ans. Voilà, c'était en 2006. La bombe est tombée en juillet, les traitements ont commencé en septembre. Elle a été baladée, en plus comme beaucoup de gens souvent, on est baladé de médecin en médecin, etc. Donc ça laisse le temps d'avoir peur et d'avoir ce sentiment qui monte en soi, d'avoir envie peut-être de faire le tri dans sa vie. Donc vous avez eu chimio, radiothérapie, traitement, etc. Et un jour, entre deux traitements, vous étiez épuisé, vous êtes parti avec votre mari dans les Vosges, en vacances. Et là, un déclic est apparu en vous et vous a fait changer. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc en fait, entre la chimiothérapie et la radiothérapie, l'oncologue nous a dit, ben voilà, vous avez 3 semaines de délai, profitez-en pour partir. Et puis on est parti et j'avais vraiment envie de partir. Bon, il y avait la neige, il y avait du soleil. On vous a vu en photo, là, vous étiez le crâne sans cheveux, dégarni. Voilà, c'est à cette période et je dis, mon Dieu, quelle liberté d'enlever ça. Et puis il y avait le soleil qui tapait, le reflet du soleil sur la neige. Enfin, c'était fantastique. Mais il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. La tête ne suivait pas le corps. J'étais en fin de traitement. Le mauvais, je vais dire, était derrière moi. Et puis, il y a un truc qui... Je ramais, mais je ne savais pas pourquoi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, un petit peu comme tout le monde, j'étais comme un corps machine. Donc, c'était le boulot, vite les enfants, le repas. Voilà, c'est la course après le temps, finalement. Et puis là, je me suis dit, bon, j'ai été forcée par la chose des choses de m'arrêter, de me poser. Et puis, la tête nue, j'étais bien. Et puis, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, je me suis simplement comparée à un ordinateur avec sa corbeille. Et on sait que dans un ordinateur, qu'est-ce qu'on met dans la corbeille? On met les mails qu'on n'a pas forcément envie de traiter, les mails qui nous ennuient, et les bêtises aussi. Et en fait, je comparais tous ces mails à tout ce que j'avais pas traité dans ma vie. Donc, il fallait vider la corbeille. Et il fallait vider la corbeille. Donc ça correspond à des frustrations, mais d'adolescence, d'enfance. Par exemple, donnez-nous un exemple précis. Un exemple précis, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais un clown, quoi. J'étais le clown de la famille déjà toute petite, et puis en grandissant, j'ai continué à faire rire tout le monde. Mais quelqu'un qui s'éclate et qui fait rire tout le monde, finalement, quand il est sérieux, on ne le prend pas au sérieux. Donc toute ma vie, j'ai l'impression que j'ai dû toujours prouver que j'étais capable pour avancer. Je disais, mais non, prenez-moi au sérieux, là, je rigole pas. Et c'était tout le temps comme ça. Et malgré tout, ça me frustrait, quoi. Parce que j'avais cette annotation de clown. Et là, j'ai dit, j'ai ouvert mes tiroirs, et puis j'ai tout trié une chose à la fois. J'ai vraiment rangé les tiroirs de ma vie. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je suis bien. Et à l'heure actuelle, je suis vraiment plus heureuse qu'avant. C'est-à-dire que vous vous êtes soulagée de tout ce qui vous est apparu superflu? Et vous avez gardé l'essentiel. Aussi. Et de toute façon, on revient à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est l'essentiel quand on a traversé le pire comme ça? Qu'est-ce qu'on garde? Mais je crois que l'essentiel peut être différent chez chaque personne. Mais en tout cas, moi, personnellement, l'essentiel, c'est revenu vers les gens que j'aime, vers ma tribu, vers mes enfants, mon mari, qui ne m'ont jamais abandonnée pendant la maladie, parce que ça peut arriver. Et là, j'ai dit, mais enfin, bon, je suis mortelle. Je suis mortelle et là j'en prends conscience, mes rêves. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Combien de temps il me reste à vivre? Ça tombe, je l'espère, dans 30 ans, je serai peut-être encore là. Vous en êtes sortie aujourd'hui de votre cancer? Je suis en rémission. Ça fait combien de temps que vous avez terminé les traitements? J'ai terminé les traitements il y a 2 ans, mais je suis en rémission, donc j'ai toujours l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Mais ça importe peu. Maintenant, je vis dans l'essentiel. Donc maintenant,
un geste simple. Mes enfants, bon, je les prends dans les bras, mais maintenant je les prends dans les bras, je les regarde dans les yeux et je leur dis je t'aime comme je leur dis passe-moi le pot de mayonnaise. Est-ce qu'avant vous ne leur disiez pas ou pas suffisamment? On n'ose pas le dire. On n'ose pas, Non. je crois qu'au travers de nous... Alors, ce que je voudrais savoir, moi, c'est que quand on traverse une épreuve comme ça, quand on est confronté à la mort, quand on doit se battre, on grandit forcément. Forcément. Est-ce que vous n'avez pas grandi plus vite que vos proches, par exemple? Est-ce que votre mari a su s'adapter à votre chemin? Non, non, pas du tout. Il n'a pas su s'adapter? Il m'a aidé, il m'a soutenu, mais il est resté dans la crainte. Et moi, quand j'ai eu fini tous les traitements, lui et mes enfants ont chopé plein de trucs, quoi. Ouais. Non, mais aujourd'hui, vous dites que ce sont eux l'essentiel. Vous les avez gardés dans votre tri, vous les avez gardés? Ah oui. Mais je les avais. Elle s'est recentrée sur Et sa c'est famille. recentré encore plus. Parce qu'en plus, elle avait tendance, Claire, à dire oui à tout le monde, à toujours accepter tout, à vouloir faire plaisir aux autres, même à des gens qui lui importaient finalement pas tant que ça. Non. Et elle a appris à faire un peu le tri, à se concentrer sur ce qui était important. Même vous vous êtes concentré sur votre corps et sur ce que vous êtes, vous avez Tout à appris fait. à prendre du temps. Par exemple, Mais vous dites que le matin, vous vous levez plus tôt maintenant, pour avoir le temps de faire les choses. C'est pour nous regarder. Voilà. Oui aussi. Non, je vous enregistre. Mais par exemple, le matin, profiter de la vie, quoi. Voilà, elle se le lève jour plus qui tôt se pour ne lève, plus courir. Ça veut pour dire voir quoi? le Quand vous soleil. écoutez plus votre corps que vous faites, est-ce que ça veut dire que vous vous accordez plus de plaisir à vous-même? Oui. Oui, et le plaisir, bon, on peut pas être heureux tout le temps. Faut Non. pas rêver. Ça n'existe Mais on- pas tout le temps, voilà. mais des petits moments de bonheur qui Voilà, on s'accumulent. peut cumuler tous les bonheurs. Ce que j'ai remarqué, c'est que le bonheur, bon, il vient pas toujours des autres, mais il vient avant tout de soi. Donc déjà, quand vous prenez du temps pour vous, si petit soit-il, vous avez simplement envie d'un bon verre de vin en regardant votre JT, ça vous fait plaisir. Mais ça vous coûte pas grand-chose et à la fois vous vous faites plaisir. Donc forcément, vous êtes rayonnante. Il y a ça, se faire plaisir et savoir savourer le plaisir. Savoir savourer le Savoir plaisir. se dire, tiens, ça me fait plaisir. Ouais. Ça me fait plaisir. De ce fait-là, vous êtes rayonnante, mais vous devenez aussi un aimant par rapport aux autres. C'est que les gens vous ressentent plus heureux, plus épanouis, plus ouverts et viennent vers vous. Et puis vous avez appris à positiver. Elle est drôle, Énorme. Claire. Elle dit que maintenant, quand il pleut le matin, elle est contente. ça Elle me se dit, dérange ça fait de l'eau pour mes plantes et mes poules. Ah oui, tout à fait. C'est Ça vrai me fait qu'on a tendance à râler tout le Alors, temps. on va essayer de prendre nos téléspectateurs au téléphone qui, évidemment, réagissent à ce témoignage. Sylvie, vous êtes là. Sylvie, Oui, bonjour Sophie. Sylvie, toute jeune, 40 ans, malade, en arrêt maladie, j'imagine. Non, là j'ai terminé, je ne suis plus malade. Bon. Je suis même considérée guérie. puisque Bon, j'ai bah, 5 tant ans. mieux, j'avais ça sur ma fiche, mais je préfère que vous soyez guérie et que vous alliez mieux. Qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire ce matin, Sylvie? Eh bien, moi, j'ai donc été atteinte d'un cancer digestif il y a 5 ans. J'étais moi-même infirmière. Oui. Et pendant mon arrêt maladie, mon mari m'a acheté un ordinateur portable. Il m'a dit, maintenant tu as le temps, crée ton blog culinaire. Et ce blog a été remarqué au bout d'un an par une maison d'édition. Et depuis 4 ans maintenant, je vis de mes passions, la cuisine et la photographie, en écrivant des livres de cuisine pour cette maison d'édition. D'accord, donc finalement, c'est le même témoignage que Claire. Vous vivez de vos passions, vous avez appris à vous écouter plus qu'avant? Ah oui, on s'écoute et puis on prend le temps de vivre, on ne s'inquiète plus des petites choses, on profite du jour, quoi, chaque jour. Merci beaucoup de ce témoignage. Je voudrais qu'on prenne Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Françoise, 54 ans, vous Françoise, vous aussi touchée par un cancer. Oui, et je suis toujours en arrêt maladie, je suis toujours en traitement. Il vous a fait prendre conscience de quoi ce cancer, Françoise? Alors ça m'a fait prendre conscience que je dois m'occuper de moi. Jusqu'à maintenant, je ne m'étais jamais occupée de moi. À partir du moment où on vous annonce votre cancer, vous basculez dans un autre monde. Et du coup, on prend soin de vous, vous êtes pris en charge par une équipe médicale, et c'est là que vous vous apercevez que ça fait du bien. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous diriez, Claire, que les frustrations et les oublis de soi peuvent mener à la maladie? Est-ce qu'on peut se fabriquer des cancers à cause des frustrations? Oui. Moi, je suis convaincue. Je pense avoir un facteur de type génétique, mais je crois que le stress au boulot a fait que... Parce que j'ai eu des signaux d'alarme.
Par exemple bon, des migraines, j'ai jamais eu ça. Des maux d'eau, il n'y avait pas de raison. Ouais. De la spasmophilie, je ne savais pas ce que c'était. Donc il faut savoir s'écouter, écouter On ses a des... signes. Oui, et je suis passée outre. J'ai dit, bah non, ça va passer, prenons une semaine de vacances et ça va passer, et ça n'a pas suffi. Mais c'est vrai que la période qui précédait les vacances et qui précédait le diagnostic du cancer, j'avais dit à mon mari, je prendrais bien une année sabbatique pour... Donc on le sent, on le sent. On le sent parce que son corps en a besoin. Le corps. Et moi, je connais quelqu'un qui a passé sa vie souvent à être mécontent des détails, à râler, à être toujours un petit peu frustré, et qui, je pense, s'est presque généré un cancer pour découvrir que la vie valait la peine d'être vécue. Et cette personne, mais c'est le jour et la nuit entre avant et après son cancer. Et souvent, ça permet vraiment de prendre le sens des choses. Que diriez-vous à ceux qui nous regardent, qui souffrent, qui sont malades, qui sont désespérés et qui peut-être ne trouvent pas de raison de vivre ? Mais d'abord, je dirais de consulter, parce que seul, bon, qu'on soit entouré ou pas, je dis même parfois quand mon mari me tenait la main, il y a un moment, on est dans sa bulle, on peut regarder un film très agréable, on se retrouve seul, on part dans son trip et on est mal. Donc je dis consulter. Bon, les spécialistes, les psychiatres, on n'est pas fou parce qu'on va voir un psychiatre, un psychologue. Faites la démarche, il y a énormément d'associations qui sont là pour vous aider. Mais je dis, à un moment, on rebondit, parce qu'on ne peut que stagner ou rebondir. Alors vous dites, bon, qu'est-ce que je fais maintenant derrière moi? J'ai des enfants, je dis, je dois être exemplaire. Mais mes filles ne sont pas à l'abri de ce que j'ai eu. Il faut être exemplaire. Et puis j'ai rebondi. J'espère que plus tard, je dirai, merci au cancer, parce que peut-être que grâce à ça, je suis mieux maintenant qu'avant. Très bien. On le trouve où, ce livre? Alors, ce livre a été publié, et c'est très courageux, à compte d'auteur. Donc, c'est un livre Edilivre. On a mis toutes les coordonnées sur Internet. C'est très facile à trouver. Il suffit de se connecter soit sur le site d'Edilivre, soit appeler Edilivre. Et il s'appelle Plus heureuse qu'avant mon cancer. Il est signé du nom de scène de Claire Pugengé, qui est Clairette S. Et vous n'avez pas hésité, ce qui est courageux, gonflé, osé et à revendiquer votre maladie en vous mettant en couverture. Oui. Tête nue. Mais j'ai voulu le faire par respect pour les autres patientes. Et si je devais avoir une récidive, excusez-moi de dire ça, je ne serais pas comme ça, mais j'aurais pas forcément de perruque, je porterais un foulard. Mais je veux dire, c'est aux yeux de la société qu'on se sent obligé de se cacher, de se voiler. Et c'est pour ça que j'ai voulu que cette couverture dise, c'est pas parce qu'il y a cette couverture qu'on en meurt, on en sort. Merci. Merci. On vous souhaite d'aller bien, d'être heureuse, de profiter de la vie. Merci d'être venue nous voir ce matin. On va parler maintenant d'un jeune créateur, puisque c'était la semaine dernière à Paris, la semaine de la haute couture parisienne. Et pour la première fois, un tout jeune créateur, Maxime Simoins, défilé. Alors, il présentait pas un défilé haute couture, parce que vous le savez, la haute couture, c'est du sur-mesure. Mais en tout cas, pour défiler pendant la semaine de la haute couture, il faut être accrédité par la Fédération française de la mode. Maxime Simoins, il était accrédité parce qu'il fait pas du sur-mesure, mais qu'il fait quand même travailler l'artisanat français qui se rapproche de la haute couture. La veste que je porte est signée Maxime Simoins, mais il fait aussi des jacquards qui ne sont... Non, parce que je trouve qu'on revient beaucoup aux années 80. J'ai pas de plastique. Non, voilà, vous avez vu comme c'est carré. Desireless en 80 avait ça, ou Dalida habillée par J3, c'était super carré. Et sans plastique en plus. Sans plastique. Ah mais non, mais sans artifice, bravo. Bravo. En tout cas, voilà, il défilait parce qu'il fait travailler les artisans français, les petites mains, la broderie, le jacquard tissé, non pas imprimé. Enfin voilà, il avait vraiment une vraie légitimité. Et si j'avais envie de vous parler, de vous présenter Maxime Simoins, c'est parce qu'il est assez étonnant, ce jeune homme. Il a tout juste 26 ans. Il est diplômé de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Il a été repéré au Festival de Hyères, qui repère les jeunes créateurs. Et il défilait pour la première fois pendant la semaine de la haute couture. Ça met quand même la pression. C'est un jeune homme pressé. C'est un chouchou des comédiennes. Il a comme égérie Mélanie Laurent, rien que ça, qui a joué dans le dernier Quentin Tarantino, souvenez-vous. Et donc on va regarder ce qu'il fait. On est allé dans son atelier et également dans les coulisses de son défilé. D'accord, merci. À 26 ans, Maxime Simoins est un jeune homme pressé. Diplômé de l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne, candidat au Festival de Hyères, il crée sa marque il y a tout juste 2 ans. Depuis quelques mois, tout lui sourit. Une de ses robes a été portée par l'héroïne de la série Gossip Girl. Il a signé une collection pour un catalogue de vente par correspondance et préparé son premier défilé.
Aujourd'hui, il joue dans la cour des grands, celle de la haute couture. 3 semaines avant le show, il nous reçoit dans son atelier en pleine séance d'essayage. Ça, c'est le premier essayage, ouais. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et là, on essaye que le haut de la robe parce qu'il nous manque des chaînes pour faire le bas de la robe. Donc on attend les chaînes noires qui devraient arriver normalement dans une semaine, c'est-à-dire une semaine avant le défilé. Donc il va falloir qu'on se dépêche. Tu vois, ça fait un peu fouillis toute cette partie-là. Ça fait pas net. Là, pour le coup, c'est de la recherche. Hein. Dans du vêtement normal, il y a des règles, il y a du droit fil, il y a des lisières, il y a le respect du tombé. Là, c'est vraiment plus expérimental. À 3 semaines du défilé, tout semble rouler, sauf quelques longueurs de tissu en trop qui titillent le créateur. Le moment où on a nos plus grandes frayeurs, c'est quand Maxime prend les ciseaux. En général, tout va très bien même. Quelquefois, ça dérape un petit peu, mais bon, on se retrouve avec une robe un petit peu plus courte qu'on avait prévu. Mais j'adore les ciseaux parce que j'aime bien voir. C'est-à-dire que je veux voir pour être sûr que ce sera comme je l'imagine.